Est-elle un pays fiscalement compétitif pour ses entreprises? La question peut faire sourire certains détracteurs sensibles à la pression fiscale actuelle. Pourtant, notre pays bénéficie aussi de nombreux atouts et c'est pour cette raison que nous tenterons d'y répondre aux côtés de nos experts. Et comme à son habitude, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Dauphine Cambronnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée aux affaires fiscales chez Syntec Numérique. Bienvenue. Merci. À vos côtés, bien sûr, maître Alain Recoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Arsène Taxan. Bienvenue à tous les deux. Alors ma première question est volontairement assez innocente, puisque c'est comment mesure-t-on réellement l'attractivité fiscale d'un pays ? Alors pour mesurer l'attractivité fiscale d'un pays, déjà on va regarder son niveau d'impôt, c'est-à-dire la somme de tous les impôts cumulés qui pèsent sur la tête des contribuables, qu'ils soient sociétés ou personnes physiques. Ensuite, il faut aussi voir les avantages qui sont liés, puisque nécessairement, on sait qu'il existe en France un certain nombre d'avantages, d'incentives, comme on dit en anglais, qui peuvent diminuer cette charge d'impôt. Ensuite, il faut nécessairement aussi comparer avec les autres États, puisqu'on ne peut pas juger de la place d'un pays et de son attractivité si ce n'est par comparaison avec d'autres. Et c'est ainsi que nous avons des pays à faible fiscalité qui sont appelés des paradis fiscaux et d'autres qui peuvent être targués d'enfer fiscal parce qu'ils ont une fiscalité plus élevée. Alors justement, vous parlez d'enfer fiscal. Pour une entreprise en France de 60 salariés, les charges fiscales s'élèvent à 65,7% pour 2012. Et la moyenne européenne est quand même de 42,6%. Alors, maître, la France est-elle réellement un enfer fiscal? Parce que vu comme ça, on a envie de dire oui. Donc clairement non, mais nous avons des progrès à faire rapidement. La mesure de l'attractivité fiscale, c'est comme l'évaluation des écoles de commerce. Celui qui est bien noté, c'est celui qui a compris le code. Et par exemple, il faut avoir une équipe de rugby, il faut avoir des étudiants étrangers, il faut avoir une école de commerce chinoise. Pour la fiscalité, c'est pareil. C'est pareil, mais en France, lorsque nous sommes bons, nous ne le faisons pas savoir, et lorsque nous sommes mauvais, et nous sommes mauvais sur un certain nombre de sujets, tout le monde en parle. Quelques chiffres sur le taux d'IS nominal. 1980, 50%. À l'époque, on était au sommet du sommet sur l'impôt sur les sociétés. Je vous rappelle que l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt payé au niveau des sociétés. Ensuite, il distribue des dividendes aux actionnaires, il distribue des primes aux salariés, et les dividendes sont ensuite taxés. Donc ça voulait dire une taxation assez forte. Une baisse, 2000, 37,7%, 2005, 34,14%. On a l'impression que la France s'harmonise avec l'Europe. Et puis de nouveau une hausse, 34,4% et 2014, 38%. Une baisse suivie d'une hausse, c'est pas ou c'est peu lisible. Maintenant, le taux nominal d'impôt sur les sociétés ne correspond pas à la réalité. Le vrai taux, c'est le taux implicite, c'est-à-dire le taux effectivement payé par les entreprises, tenant compte d'avantages fiscaux et tenant compte de pénalisation. C'est sur ce taux implicite que la communication est mauvaise. C'est sur ce taux implicite. Alors, elle est mauvaise parce que tout ça est très compliqué. Je ne sais même pas calculer le taux implicite de l'impôt sur les sociétés pour 2014, puisque nous allons avoir encore une loi de finances qui va intervenir à la fin de l'année, et nous allons avoir encore une fois des impôts qui vont s'appliquer pour l'année en cours. Il est probable que le taux effectif, le taux effectif d'impôt, soit maintenant supérieur au taux nominal, car depuis 2 ans, nous avons eu beaucoup de mesures qui ont réduit, non pas des avantages fiscaux, mais des principes de base, du style la déductibilité des charges financières. Pour les petits pays qui sont attractifs, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, ils essayent d'avoir un taux nominal moyen assez faible, en tout cas inférieur à la moyenne, et ils ont un taux effectif d'imposition, un taux qui est encore plus faible, très très faible. Les grands pays, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, ils essayent d'avoir le moins de différence entre le taux nominal et le taux réel, parce qu'ils veulent attirer les gens. Donc ils ne veulent pas avoir un taux nominal très élevé et un taux réel plus faible. Ils veulent communiquer de manière positive en disant « nous sommes attractifs ». La France est le seul pays où on a toujours un décalage entre le taux nominal et le taux réel. Pendant un certain temps, le taux réel était inférieur au taux nominal, donc la France était non pas un enfer fiscal, mais un paradis fiscal, et on ne savait pas communiquer dessus. On ne l'a pas dit à ce moment-là. On ne l'a pas dit. Et maintenant, nous avons un taux nominal qui, à mon sens, est peut-être inférieur au taux réel. Et là, on ne communique pas dessus parce que ça fait fuir les gens. Donc, on a un vrai problème de communication. Il faut, d'une part, être inférieur à la moyenne des États européens en taux nominal, et d'autre part, réduire les écarts entre le taux nominal et le taux effectif.
Alors des exonérations existent, vous en avez parlé Anne-Dauphine en début d'émission, qui ne sont pas comptabilisées dans ces moyennes aussi. Je pense notamment aux abattements, au crédit d'impôt, au report déficitaire, aux déductibilités des intérêts d'emprunt. Font-elles réellement la différence? Alors, elles ne sont pas intégrées dans le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, elles sont intégrées dans le taux implicite. Depuis plus de 2 ans, nous avons eu la limitation d'utilisation des déficits fiscaux, nous avons eu le plafonnement, ce qu'on appelle le rabot fiscal sur les charges financières, et nous avons eu la taxe de 3% sur les dividendes. Donc a priori, le taux implicite, le taux réel, est devenu de plus en plus égal, voire supérieur au taux nominal. Et les quelques mesures positives, elles existaient déjà. Ça a été la pérennisation du CIR, mais qui existait précédemment. Le régime de concession des brevets qui a été aussi pérennisé. Bon, donc, a priori, la balance a été plutôt négative. Si les entreprises étaient des enfants, et la puissance publique des parents souverains, ce type d'action, vous donnez une action positive, une carotte, et puis un bâton permanent. Dans la même année, dans le même trimestre, dans le même mois, vous avez 2 mesures qui sont contradictoires. Souvent avec effet rétroactif. Les enfants deviendraient fous, paresseux ou déprimés. Et pourtant nous restons d'une certaine manière attractifs, mais nous ne savons pas communiquer. La seule marque lisible actuelle du gouvernement, c'est sa politique favorable aux PME. Tout le reste demande une plus grande lisibilité. Alors, vous nous expliquez effectivement que l'État est un parent autoritaire, certes, mais aussi qui n'est pas toujours d'accord avec lui-même. Et je pense notamment à ce qu'on appelle l'instabilité fiscale. Est-ce que ce n'est pas ça le réel problème en France? Alors, l'instabilité fiscale est effectivement un problème, puisque ça entraîne beaucoup d'insécurité pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. Insécurité dans le sens où ils ne peuvent pas prévoir à l'avance quelle va être leur charge fiscale et donc ne peuvent pas prévoir un business plan qui soit efficace si c'est pour qu'il soit remis en cause plusieurs mois après. Ensuite, cela entraîne de la complexité puisque, on le comprend, il faut des ressources en interne, il faut suivre, il faut finalement faire face à la multiplicité des lois, des règlements, des normes. Des normes qui ne s'entendent pas forcément entre elles parfois aussi. Non, qui s'opposent, qui peuvent être difficiles à concilier. Tout ça entraîne nécessairement un surcoût pour l'entreprise, surcoût lié aux besoins en interne de personnes compétentes pour comprendre ces évolutions, mais aussi surcoût lié à l'augmentation de la fiscalité. Tout ceci entraîne une grande méfiance et aussi un découragement de la part de ceux qui souhaitent entreprendre et s'installer en France. Donc, en ce qui concerne maintenant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, sert-il vraiment la compétitivité ou, comme certains spécialistes semblent le dire, sert-il plus l'emploi? Alors, comme son nom l'indique, ce crédit d'impôt a pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises en diminuant le coût du travail. En pratique, ce qu'on constate, c'est que ce n'est que théorique. On voit au niveau des entreprises une forte pression prix qui est appliquée par les clients qui demandent finalement une sorte de rétrocession du crédit d'impôt obtenu. Et on constate aussi pour les salariés un effet pervers qui est un effet de seuil. Donc pour les salariés qui sont à peu près à 2,5 fois le SMIC, il est difficile pour eux d'obtenir aujourd'hui une augmentation. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Face au droit. Au revoir.